Ok, donc voilà, Bezrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le DAF Même Dalet de Masiret Nazir, donc pour sa mère à tout le monde. Voilà, donc on en était au DAF Même Gimel Amoudbeh, je remets dans le contexte, parce qu'on est en plein milieu d'un Inyan qui concerne l'interdiction pour un Kohen de se rendre tamé envers un mort, bien entendu, mais même envers ses proches. On avait vu dans l'enseignement de Rav qui était rapporté au début du Hamoud, qui disait que si jamais son proche, il était pas en entier, il y avait une interdiction pour lui de se rendre tamé pour son proche. Par exemple, si le Cohen il avait son père qui avait eu la tête coupée, eh ben, il n'a pas le droit de se rendre tamé pour son père. Alors que normalement, le Cohen il a le droit de se rendre tamé pour son père, il n'a pas le droit de se rendre tamé pour son père, dans un cas pareil. Et la Gemara sur ça elle avait posé une question avec une braïta qui rapportait la vie de Rabbi Yehuda, qui disait que voilà, pourtant il y a une autre braïta qui nous dit que le Kohen il a le droit de se rendre tamé pour sa sœur. Il y a marqué dans le passage la Yitama, et il y a marqué que même s'il va se rendre tamé pour le corps de sa sœur, et même s'il manque une partie, c'est autorisé, puisque là-bas la braïta elle avait rapporté d'où sait-on qu'un Kohen qui viendrait à se rendre tamé pour un de ses proches et qui lui manque une partie de ses ossements, hein, d'où c'est donc qu'il a le droit d'aller les récupérer. Donc on voit qu'il a le droit de se rendre tamé même pour une partie du corps de son proche. Et sur ça, elle avait répondu, elle avait dit qu'en fait, ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda. On voit, c'est sur ça qu'on s'était arrêté ce matin. À savoir, il y avait une discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim finalement sur le fameux chidouche de Rav. Rav, il a donné un chidouche énorme qui était de dire que un Kohen, pour qu'il soit autorisé de se rendre tamé à ses krovim, il faut que le karov il soit en entier. Et sur ça, la nous a dit que Rabbi Yehuda avec ça. Voilà, Joseph qui rentre aussi. Salut Joseph. Salut Pourim Saméar. Salut. Borim Samer. Bien, voilà, bon, on vient de démarrer. Là, j'ai juste résumé sur quoi on s'est arrêté hier, enfin ce matin. Donc voilà, donc là, on est toujours sur le même point, à savoir, est-ce que un Cohen, il a le droit de se rendre tamé pour son proche s'il n'est pas en entier? Ok? Alors, voilà, donc là, on est 6 lignes avant la fin du DAF. Veatane Rav Kahana, la Gemara la demande comme ça. Pourtant, hein, il y a une braïta qui est rapportée par Rav Kahana, qui nous rapporte une braïta de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Mais Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça veut dire qu'il nous rapporte une braïta de Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui nous rapporte un petit peu le même point que ce qu'on avait vu avant. Et d'ailleurs, ça va être aussi la même réponse juste après. Il y a une braïta dans laquelle il y a marqué la Itama, donc il faut rajouter un petit peu sur ça. Dans le passage concernant le Cohen qui a le droit de se rendre tamé pour sa sœur, il y a marqué que le Cohen a le droit de se rendre tamé pour elle, la Itama. Et pour ça, la Gemara, elle se pose la question, la braïta, elle se pose la question, Mitame, ve'eno mitame la Itama, pour elle, il se rend tamé, ve'eno metame le evarea. Mais par contre, il ne se rendra pas tamé pour pour ses membres, comme on a vu dans la braïta d'avant, qu'un Cohen, il ne peut pas se rendre tamé que pour une partie du corps. Alors, c'est pas exactement le même sujet que ce qu'on était en train de dire avec le chidouche de Rav, puisque le chidouche de Rav, il disait que la personne, elle est entièrement là, mais il lui manque, par exemple, un doigt ou un truc comme ça. Là, on est en train de dire que, indépendamment du sujet de savoir est-ce qu'on peut se rendre tamé pour un proche si jamais il lui manque une partie du corps, mais en tout cas, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que si jamais c'est qu'un membre, quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'autorisation. L'autorisation, elle n'est donnée pour un Cohen de se rendre tamé uniquement pour la personne, mais pas pour les membres de la personne. Donc là, nous dit Agmara, Prat les Kazaït Minamet, ça vient exclure le Kazaït d'un mort. Et la Braïta continue en disant aussi un Kazaït Netzel. Alors, il y a un Kazaït de Netzel. C'est quoi Netzel? Netzel, il explique le roche, c'est en fait, c'est la l'écha, c'est le liquide qui sortirait du corps du mort. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un liquide qui sortirait du corps du mort, du genre je sais pas, d'éclairs ou des choses comme ça. Et ben cette partie-là, même si c'est vrai que ça a une toum'ak autant que le mort, mais le Cohen, justement, il n'a pas le droit de se rendre tamé pour ce genre de choses-là. Il doit se rendre tamé que pour la personne elle-même en entier. Enfin,
Pas en entier, forcément, mais en tout cas pour la personne elle-même et pas pour ces parties-là du corps. Ni pour un kazaït du mort, ni pour un kazaït de graisse ou de liquide qui sortirait du corps, ni mélo tarvad rekev. Alors, mélo tarvad rekev, tarvad, c'est une cuillère qui serait remplie de rekev. Rekev, ça veut dire en fait la moisissure du mort. C'est la moisissure. C'est-à-dire qu'en fait, le cadavre, quand il se décompose, ça fait une genre de poudre comme ça. Et en fait, ça, cette partie-là, à partir du moment où il y a une quantité assez importante qui est rapportée comme étant le chiour de mélotarvad. Alors, le mélotarvad, c'est-à-dire de quoi remplir une cuillère qui était un chiour reconnu, je ne sais pas exactement ça représente combien, mais en tout cas, c'est un chiour qui était assez important de rekev, donc de moisissure du mort. Cette partie-là, c'est tamémet, il y a une toumatmet, et le Kohen, il n'a pas le droit de se rentamer pour ça, même si c'est quelque chose qui appartient à un des proches que normalement il a le droit de se rentamer pour lui. Et nous dit la Gemara, alors Yachol, Loïtama, les Shidra ou les Goulgolettes ou le Rov Binyana, est-ce qu'on va dire que de la même manière que le Kohen, il n'a pas le droit de se rentamer pour un kazaït de sa sœur, par exemple? Alors est-ce qu'on va dire que de la même manière, il n'aura pas le droit de se rentamer si jamais il y a un squelette mais qui compose soit le Shidra et Goulgolette, ça veut dire le squelette de la personne et il est encore existant, ou Goulgolette, ou alors qu'il y a la boîte crânienne, ou le Rov Binyana, la majorité de la stature de la personne. En réalité, en termes dans le squelette de la personne, ce qu'on appelle le Rov Binyana, ça veut dire que c'est la majorité de la taille en hauteur. Donc, ce qui est Et rapporté pas, dans. et pas la majorité et pas la majorité en os, mais Voilà, la exactement. majorité. Il y a Rov Minyan et il y a Rov Binyan. Rov Binyan, ça veut dire en fait la majorité de la taille de la personne, parce que ce qui est rapporté il me semble que c'est une Mishnah, c'est les deux pieds. Maseret Hérouvine. Dans Maseret Hérouvin, on en parle, mais c'est surtout Maseret Ohalot qui parle de ça. Dans Tarot, la Maseret qui parle de ce sujet-là, c'est Maseret Ohalot. Et en fait, Shnei Yerechaim Veshok Echad, ou alors Shnei Shokaim Veyerech Echad. Dès qu'il y a, on va dire, les pieds de la personne, ça représente déjà la hauteur de la personne. En tout cas, est-ce qu'on va dire qu'un Cohen, si tu me dis qu'il n'a pas le droit de se rentamer pour un kazaït de sa sœur, si jamais il reste qu'un kazaït, mais est-ce qu'il a le droit de se rentamer s'il reste le rov du binyan ou alors le rov minyan? Le rov minyan, c'est la majorité des membres. Normalement, une personne est composée de 248 membres. Donc la majorité des membres, ça fait plus de 124 membres. D'accord? Donc rov 125 membres en fait. Mais à Isrim Khamesh. Et en fait, d'où sait-on que si jamais il te reste 125 membres de la personne, donc le rov des 248, d'où sait-on que la personne, le Kohen, il a le droit de se rentamer pour elle? Dirtiv, Ve'amarta aleem. Il y a marqué et mort et la Kohanim ben Aaron, Ve'amarta aleem. Et mort, Ve'amarta. Donc de là, le mot Ve'amarta, il vient te rajouter une autre possibilité de se rendre, pour le Kohen de se rentamer. C'est pour nous dire que le Kohen, il a le droit de se rentamer pas uniquement dans le cas où il y a le corps entier, mais même s'il y a le Rov Minyan, la Goulgolette et tout ce qu'on vient de citer juste avant, la Shidra, si jamais il y a la colonne vertébrale ou alors le crâne ou alors le Rov Minyan, dans tous ces cas-là, le Kohen il a le droit de se rentamer puisqu'il y a marqué est mort, Ve'amarta. Aussi, Flecha Katouf, Touma Acheret. La Torah, elle a autorisé au Kohen une autre Touma, un autre niveau de Touma, où le corps il n'est pas en entier, et pour nous dire que malgré tout, le Kohen il a le droit de se rentamer. Donc là, a priori, ça a l'air de contredire Mefourash explicitement le chidouche de Rav, puisque Rav, lui, il avait dit Mefourash exactement l'inverse, puisqu'il avait dit que dès il manque ne serait-ce qu'un doigt, on n'a pas le droit de se rentamer. Donc là, c'est là la question. La question, elle est qu'on voit ici, a priori, de cette braïta-là, que le Kohen, il a le droit de se rentamer, même si à partir du moment où il y a la majorité des membres. Donc, c'est pas besoin d'avoir tout le corps. Alors, juste, on va terminer la braïta sur ça. La braïta continue en te disant Yachol, Loïtama, la Shidra, la Goulgolette, ou le Rov Binyano, ou le Rov Minyano, Shel Acherim. Est-ce que c'est possible que c'est uniquement pour la sœur, mais pour les autres proches, ce ne serait pas la même règle d'autoriser à se rendre tamé pour la majorité des membres? À Martha, non, la Gemara dit non. Ma choto meyuchedet shegufa talouibo. De la même manière que la sœur, elle a cette particularité d'avoir son corps qui dépend de lui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une de ses proches et c'est à lui qu'incombe le devoir de devoir l'enterrer. Et Umitame, on te dit qu'il a le droit de se rentamer
aussi bien pour sa colonne vertébrale et son crâne que pour la majorité de ses membres en taille ou en nombre. Alors, de la même manière, Av Kol Gufo, Kol Shegufo Taluibo, de la même manière, tous les krovim, tous les proches qui dépendent, qui ont leur corps qui dépend de lui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à lui de s'occuper de leur enterrement, puisque on considère que les 7 proches qui ont été donnés comme autorisation au Cohen, c'est les 7 proches dans lesquels il a un devoir plus important que n'importe qui d'autre de devoir les enterrer. Donc c'est Mitame les Shidrav et la Goulgolette, ou le Rov Bignano, ou le Rov Bignano, il aura le droit aussi de se rendre tamé pour eux. Voilà. Même si ce n'est pas leur corps en entier, mais c'est la majorité de leur squelette en taille ou en nombre. Donc voilà, donc on voit clairement de cette braïta-là, a priori, que la braïta, elle autorise de se rendre tamé pour une personne, un Kohen, de se rendre tamé pour son père ou pour sa sœur ou pour n'importe qui des sept kérovim, même si il n'y a pas toute la personne dans son intégralité, puisqu'on voit que même s'il y a la majorité des membres, c'est déjà suffisant pour autoriser le Kohen à se rendre impur. Donc la question sur Rav. Là, moi, elle te dit non, la réponse elle est exactement la même. Je t'ai déjà dit qu'il y avait l'avis de Rabbi Yehuda, et l'avis de Rabbi Yehuda, lui, c'est d'autoriser, même s'il n'y a pas l'intégralité de la personne. Aounami, Aïnami, qui Rabbi Yehuda. Ça va comme Rabbi Yehuda. Alors Rav, il pense comme Keltana. Rav, il pense comme Keltana. Alors c'est vrai que souvent, on peut donner comme réponse que Rav, Tana ou Palig. Rav, il peut être lui-même en désaccord avec le Tanaïm. Mais en général, la Gemara, elle essaie d'éviter ce genre de réponse. Et en fait, elle va essayer de trouver un Tana qui va dans le même sens que Rav et qui dit que le Kohen n'a pas le droit de se rentamer s'il manque ne serait-ce que un membre, même moins qu'un membre de la personne. Et c'est une grande nafkamina à la Khalemasi. C'est pas, c'est comme qui on tranche la lacha. Après, c'est encore une autre là, mais ça peut être une grande nafkamina à la Khalemasi. Regardez ce que la Gemara nous raconte, c'est qui le Tana qui va dans le même avis que Rav. Des Rav, des Amar qui aïe Tana, des Tanya, il y a marqué dans une braïta. Maase Shemet Aviv Shel Rabbi Trak Beginzak. Donc il y a une histoire où il y a le père de Rabbi Tzrak, donc qui était un Cohen. Il y en a qui disent qui mettent la girsa de côté, Rabbi Tzadok à Cohen, qui est niftar dans la ville de Ginzak. Ubaou Veodi, où ils lui ont fait savoir les Achar Shalosh Shanim. Ils ont fait savoir à Rabbi Tzrak que son père il était mort 3 ans après le décès du père. Donc le père il est déjà mort, enterré, décomposé, tout ce que tu veux. Et donc lui, Rabbi Tzrak, quand il a pris ça, il a voulu venir prendre son père et le ramener dans le caveau familial. Maintenant, pour ça, il faut qu'il se rende impur pour lui. Normalement, le Kohen, il a le droit de se rendre impur pour son père. Il est venu demander la question Ba Vesha'al et Rabbi Yoshua ben Elisha, Ve'arba Zekenim chez Imo. Il a demandé la question à Rabbi Yoshua ben Elisha et aux 4 Zekenim qui l'accompagnaient. Et ils lui ont dit. En Israël, il était enterré? Et alors, peut-être que c'était en Israël. Ginzak, je ne pense pas que c'est en Israël, je ne suis même pas sûr. Enfin, je ne sais pas si c'est au Ginzak. Mais même indépendamment de Israël, il voulait l'enterrer. Il y a marqué qu'on a le droit, il y a marqué que c'est un kavod pour la personne d'être enterré dans le caveau familial. Et donc, même à tel point de pouvoir même déterrer la personne pour l'enterrer. Ouais, donc ça c'est. Après, bien entendu, dans les règles de la halakha, il y a des règles comment faire ça, etc. De bien respecter tous les ossements et bien de tout ramasser la terre avec une certaine mesure autour de la terre pour être sûr d'avoir ramassé tous les ossements, etc. Mais en tout cas, voilà, donc là c'est ce qu'il comptait faire, Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il voulait faire ça, il voulait le déterrer pour l'emmener ailleurs. En réalité, voilà, donc c'est-à-dire que là, finalement, il allait lui autoriser. Et la seule raison pour laquelle il lui a interdit, il lui a dit non, tu peux pas, parce que vu que tu es un Cohen, tu ne peux pas déterrer ton père, sachant que lui, après 3 ans, il est forcément décomposé. Donc, vu qu'il est décomposé, tu as affaire avec un Karov qui n'est pas en entier. Et un Karov qui n'est pas en entier, le Cohen n'a pas l'autorisation. Donc, c'est exactement l'avis de Rav. Le chidouche de Rav qu'on a rapporté plus haut, c'est exactement ce qui est rapporté ici. Et bien, mettre la lacha est comme ça, la chalémassé, c'est comme ça. Ça veut dire que c'est pas pachout des fois pour des kohanim, il peut y avoir des circonstances comme ça, de se rendre tamé pour les krovim, quoi. En tout cas, après, ça peut être routine chez là. Si jamais le Kohen il a un Karov qui a dû se faire Chavé Shalom amputé d'un membre ou un truc comme ça, ben voilà, le Kohen, d'après cet avis-là, le Kohen ne peut plus se rendre tamé
pour son proche qui a été amputé d'un membre, puisqu'il n'est pas en entier. D'après l'avis de Rabbi Yehuda, ça reste autorisé. Mais d'après l'avis de Rabbanan et l'avis de Rav, comme ça il tranche Rav, l'avis de Rav Yitzhak, l'avis de Rabbi Yoshua ben Elisha et tous les Arbaz et Kelim qui étaient avec lui, d'après eux, on n'a pas le droit. Maintenant, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de Mefarshim qui se posent la question. On avait déjà vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la fin de Maseret Shabbat, on avait étudié qu'il y avait un Chacham, je ne me rappelle plus le nom, je crois que c'est le Tafot, il le rapporte ce témoin-là ou pas? Non, c'est pas le Tafot qui rapporte ça. En tout cas, il y avait un Chacham où on avait dit que il était intact même après avoir été enterré sous terre pendant plusieurs années. Et la Gemara là-bas, elle avait posé la question, je crois, elle lui a dit, où le type, il avait c'était un Tana ou un Amora qui s'était réveillé, Kaviachol, et qui avait dit que je suis resté intact parce que moi, je n'étais pas touché par la jalousie. Et en fait, la Gemara avait apporté le fameux pasouk, je crois dans Michelet, qui dit que Rekev Atsamot Kin'a. C'est quoi qui entraîne la moisissure des ossements après la mort? C'est la jalousie, d'être rongé par la jalousie. Et il disait ce chacham-là que comme moi, je n'ai jamais été rongé donc, par la jalousie, donc moi, mes ossements ne sont pas rongés, je suis en entier. Alors après, c'est vrai que le père de Rabbi Yitzhak, soit on va dire que le père de Rabbi Yitzhak, il est au niveau de ce chacham-là, ou soit, ouais, bon, de toute façon, c'est un niveau qui devait être rare. Et en tout cas, les chacham, le corps de ton père, de son père, Pourim Sameach, Nazak, on en est à la Mishnah. C'est arrivé pile à temps pour la nouvelle Mishnah. Attends, je voulais juste savoir si Hachar il m'a gardé des côtelettes. Voilà, exactement, on les a mis de côté. Rabbi Shmuel, Ouais, selon l'avis, je ne me rappelle plus si c'est Rabbi Yehuda ou je crois que c'est Rav, je ne sais plus c'était qui disait que un Kohen ne peut pas être en contact au final avec quelqu'un dont un membre est amputé, c'est ça? voilà, c'est ça ce qu'il a dit Rav, c'est Rav, il a dit ça, pas Rabbi Yehuda. Rav. Donc Ouais, ça veut dire qu'aujourd'hui, selon cet avis-là, un Kohen ne peut pas travailler dans un truc de rééducation de handicapés ou des trucs comme ça? alors, non, mais on n'est pas en train de dire qu'il n'a pas le droit d'être en contact avec eux quand ils sont vivants. Quand ils sont vivants, c'est bon. Ah, d'accord, ok. C'est ça, non. Là, on est en train de dire que le Cohen, qui normalement a le droit de se rendre impur pour ses proches, il n'a pas le droit de se rendre impur si jamais ils sont amputés. Ça, c'est ce qu'on est en train de dire. D'accord? Maintenant, après ce qu'on avait vu encore dans le Hamoud d'avant, avec quelqu'un qui est gossesse, c'est encore autre chose. C'est quelqu'un qui est gossesse, qui est vraiment sur le point de mourir, qui est agonisant. Là, on avait dit qu'il y avait un avis qui disait que le Cohen n'a pas le droit de travailler avec des agonisants. Parce qu'ils sont quelque part déjà considérés comme un halal. D'accord? Mais de manière générale, en tout cas, s'il lui manque un membre, ça non. Voilà. En tout cas, très bien. Super. Maintenant, la Gemara continue. Nouvelle Mishnah. Nouvelle Mishnah, Daf Mem Dalet Amud Aleph. Une Mishnah très simple qui nous donne plusieurs halachot très importantes. Et en fait, c'est toutes les halachot de base du Nazir. Alors, regardez ce que nous dit la Mishnah. Shlosha Minim Asurim Ben Nazir, il y a trois choses qui sont interdites pour le Nazir. On fait Chazara, on les connaît, ces choses-là. C'est la Tum'a, l'interdiction de se rendre impur à un mort. Siglachat, le fait de se couper les cheveux. Vayotse Minagefen, et le fait de profiter de quelque chose, enfin de manger quelque chose qui serait produit de la vigne. Maintenant, l'Agma va comparer les interdits. Chomer Betuma ou Batiglachat, il y a quelque chose de plus grave dans l'impureté et dans la tiglachat. C'est quoi? Et le fait de se raser par rapport à l'interdiction de boire le vin, c'est que ces deux choses-là, ces deux choses-là, ils rendent, ils sont sotrines. Sotrine, ça veut dire quoi sotrine? Ça veut dire qu'ils vont casser la nésiroute et on doit reprendre la nésiroute. Alors on va voir que dans la Touma, on reprend à 0 et dans la Tiglachat, on doit reprendre 30 jours, mais en tout cas, on doit reprendre des jours de nésiroute. Alors que quelqu'un qui boit du vin, il ne reprend pas des jours de nésiroute. Vayotse Minagefen et Nosoter. Maintenant, Chomer Beyotse Minagefen, il y a aussi une Khumra dans l'interdiction de profiter de le produit du vin par rapport à l'interdiction de l'impureté et de se raser. Mi Betuma ou Betiglachat. Shayotse Minagefen lo utar miklalo. L'interdiction de profiter du vin n'a aucune dérogation. Utar miklalo, ça veut dire est-ce qu'il y a une dérogation, les tzorech mitzvah ou quoi que ce soit. On avait dit que même pour le vin du kidouche, le nazi, il n'avait pas le droit de boire.
Alors que Tiglachat Vetuma, Tuma Tiglachat, eux, ils ont des dérogations. Il y a certains cas où on a le droit de se raser, il y a certains cas où on a le droit de se rendre impur. Outru Miklalan Betiglachat Misva, par exemple, pour le rasage de la Misva, c'est-à-dire quoi le rasage de la Misva? C'est dans le cas où le type il se serait rendu impur. On sait que quelqu'un qui s'est rendu impur, pour redémarrer sa Néziroute, il doit se raser le crâne et après redémarrer la Néziroute. Donc on voit que l'interdiction de se raser, elle est autorisée dans un cas précis. Et pareil aussi, l'interdiction de l'impureté, elle est autorisée dans un cas de Met Mitzvah. Si jamais le Nazir il rencontre un Met Mitzvah, eh ben, il aura le droit de se rendre tamé pour le Met Mitzvah, comme on va en parler même dans la Moudbet. En tout cas, nous dit la Gemara, ça montre bien qu'il y a une Khumra dans le vin par rapport à ces deux autres cas, donc les deux autres interdits du Nazir, qui sont la Toum'a et le rasage, c'est que ces deux interdits-là, ils ont une dérogation, alors que le vin, il n'y a aucune dérogation, il n'y a jamais aucun cas où le Nazir, il a le droit de boire du vin. Continue la Gemara et elle nous dit, la Mishnah, toujours la Mishnah, Chomer Betouma ou mi Batiglachat, entre l'impureté et l'interdiction de se raser les cheveux, il y a une khumra dans l'impureté. Pourquoi? Shatum a soteret et takol, vechavin alea korban, vetiglachat ena soteret et lashtoshim, ve'en chavim alea korban. La différence entre la tum'a et le fait de se raser, c'est que la tum'a, elle annule complètement la nésiroute, enfin l'annule. Elle stoppe la nésiroute, il est obligé de la redémarrer depuis zéro, alors que celui qui se rase, on avait dit qu'il doit reprendre combien de temps? Il doit reprendre que 30 jours et pas plus. Que 30 jours et pas plus. Et autre différence que la Mishnah nous dit aussi, c'est le fait que celui qui s'est rendu impur, il doit apporter les corbanotes, comme on avait dit. Il doit apporter les deux petits oiseaux, un léola, un léchatat et le hacham nazir. Tandis que celui qui se rase les cheveux, il n'a pas de corban à apporter. Voilà, donc ça c'est la Mishnah. Maintenant, la Gemara, elle va essayer d'analyser pourquoi les khumrot de l'un ne sont pas applicables chez l'autre et pourquoi on ne les apprend pas par un kalvachomer. Donc la Gemara va faire le calcul avec toutes les khumrot les unes après les autres et elle va essayer de voir pourquoi on ne peut pas, par la logique d'un kalvachomer, dire que la khumra de l'un s'appliquerait aussi à l'autre. Alors nous dit la Gemara, Vetum'a l'outar miklala. Vetuma, quand tu me dis toi que l'impureté, elle n'est pas l'outar miklala, kalvachomer miyaïn. On devrait normalement dire que nous on a dit que la Toum'a on l'autorise dans le cadre d'une mitzvah, par exemple s'il y a un met mitzvah. La Gemara elle se demande, on devrait dire que par un kalvachomer du Nazir, du Yaïn, on devrait interdire la Toum'a dans le cadre d'une mitzvah. Nous dit la Gemara, si déjà l'interdiction du Yaïn, qui elle normalement est censée être plus calme, et malgré tout elle n'a aucune dérogation. Pourquoi l'interdiction du Nazir est censée être plus calme? Nous dit la Gemara comme ça. Ma Yaïn chez notre terre, lo utar miklalo. Le Yaïn, lui, il n'annule pas la Néziroute, il ne stoppe pas la Néziroute. Quelqu'un qui boit du vin en pleine Néziroute, ça ne stoppe pas la Néziroute. Et malgré tout, tu me dis qu'on ne fait aucune dérogation, même dans le cadre d'une mitzvah. Alors pourquoi la Toum'a, qui, elle, chez Soteret, qui annule la Néziroute et qui la stoppe, et Nodin, chez Utar Miklala, normalement, elle ne devrait pas être autorisée en cas de Met Mitzvah. Donc, nous dit la Gemara, Talmud Lomar, les Aviv ou les Imo, lo Yitama. En fait, non, il y a un passage qui vient me dire que ce kalvachomer, il ne faut pas le faire. Pourquoi le passage qui me dit que le kalvachomer, il ne faut pas le faire? Puisqu'il y a marqué dans le passage que les Aviv ou les Imo, lo Yitama. Le Nazir ne devra pas se rendre tamé pour son père et pour sa mère. Les Aviv ou les Imo, lo Yitama, aval mitame, ou les Met Mitzvah. C'est uniquement pour son père et pour sa mère qu'il n'aura pas le droit de se rendre tamé. Mais par contre, pour un Met Mitzvah, il aura le droit de se rendre tamé. Donc finalement, on a appris d'un passouk que ce kalvachomer, il n'a pas lieu d'être, même si c'est vrai que selon la logique du kalvachomer, on aurait pu bloquer la dérogation qui a été donnée pour le Met Mitzvah, mais le passouk vient me dire clairement que le Nazir n'a pas le droit de se rendre tamé que pour ses parents, mais il a le droit de se rendre tamé pour un Met Mitzvah. Continue la Gemara, elle te dit Veyaïn yutar miklalo, kalvachomer mitum'a. Pourquoi on ne donne pas de dérogation pour le vin? Pourquoi tu me dis que dans le cadre d'une mitzvah, on n'autorise pas à boire du vin? On devrait autoriser à boire du vin dans le cadre d'une mitzvah? Pourquoi? Parce qu'en faisant un kavachomer de la Toum'a, si déjà la Toum'a, ma Toum'a, Shisoteret, ou Tarmiklala, si déjà la Toum'a qui, elle, annule la Néziroute, elle est
elle a une dérogation et on l'autorise de Tzorech Mitzvah. Yahin chez Eno Soter, Enodin chez Yutar Miklalo. Le Yahin qui, lui, ne remet pas la Nézirut à zéro, ne remet pas les compteurs à zéro, a plus forte raison qu'on devrait autoriser dans le cadre d'une mitzvah. Markram, Yahin Veshechar Yazir. Les Sor Yahin Mitzvah qui Yahin Reshut. Donc moi, je te dis non. Il y a un passage qui me dit clairement que le vin, il est interdit pour le Nazir. Miyahin Veshechar Yazir, aussi bien le vin d'une mitzvah que le vin Reshut. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on interdit le vin de mitzvah pour le Nazir. Alors, la Gemara continue, elle te dit Veyahin Nistor et Akol, Kalvachomer Bitum A. Le Yahin, celui qui boit du vin, ça devrait remettre les compteurs de la Nézirut à zéro. Et on fait un Kalvachomer avec la Toum'a. Si déjà la Toum'a qui, elle, a une dérogation, elle remet les compteurs à zéro. La Toum'a qui, elle, est plus calque dans un certain sens que l'interdiction de Yahin. Puisque la Toum'a, elle a une dérogation dans le cas d'un maître mitzvah. Et malgré tout, on nous dit que ça remet les compteurs à zéro. Donc le Yahin, qui lui n'a pas de dérogation, puisqu'on n'autorise pas du tout dans le cadre d'une mitzvah au Nazir de boire du vin, a plus forte raison qu'on devrait dire que les compteurs sont remis à zéro. Et donc celui qui boit du vin, il devrait être sauter la Nézirut. Yahin, chez l'autar miklalo, le kol shekan chistor. Amakra ve'ayamim arishonim yiplu. Kitime nizro. Tum'a soteret ve'en yahin soter. C'est uniquement la Toum'a, la Torah nous a dit que c'est seulement celui qui pole. Quand est-ce que les jours de la Nézirut vont tomber, il devra reprendre à zéro. C'est uniquement Timé Rosh Nizro quand il aura rendu Tamé sa Nézirut, mais pas quand il va simplement boire du vin. Alors continue la Gemara en disant Vatiglachat, maintenant celui qui se rase. Toi tu m'as dit que celui qui se rase, il doit reprendre 30 jours. La Gemara s'étonne, elle dit pourquoi celui qui se rase, il reprend que 30 jours et il n'annule pas complètement la Nézirut à zéro. Vatiglachat tistor et akol. Celui qui se rase, normalement, il devrait carrément annuler la Nézirut et la reprendre à zéro, autant que l'impureté, et par Kalvachomer de Tum'a. Parce que si déjà la Tum'a ou ma Tum'a chez l'Oasuba, Metame kemitame, Soter et etakol, Tiglachat chez Asuba, Megaleach kemit galeach, Enodin chez Tistor et etakol. Alors là, la Gemara, elle fait intervenir une halakha qu'on n'avait pas encore vue. On en avait peut-être parlé une fois rapidement, mais on ne l'a pas vraiment clairement vu cette halakha-là. C'est qu'en fait, l'interdiction que le nazir il a de se raser, normalement, un nazir qui se rase, il est chayav malkout. Il y a un chidouche de la Torah qui est donné que même celui qui va venir et qui va raser le nazir, eh ben lui aussi va avoir le malkout. Alors que lui, il n'est pas nazir. Il n'est pas nazir, il est venu, il a rasé le nazir, lui aussi, il a un malkout. On va apprendre ça du passouk juste après. En tout cas, nous dit la Gemara, on devrait faire un kavachomer. Si déjà l'interdiction de Tum'a, que si jamais elle a été entraînée par quelqu'un d'autre, on ne va pas le frapper, ce quelqu'un d'autre. Par exemple, imaginons une personne, elle a poussé le nazir sur un mort. Et bien, c'est pas parce que la personne a poussé le nazir sur un mort qu'on va la rendre chayav malkout, cette personne-là. Et malgré tout, on voit que même si finalement l'interdiction de Tum'a, elle n'a pas cette ombre-là, et au contraire, elle est calme à ce niveau-là. On ne va pas donner de malkout à la personne qui aurait poussé le nazir sur la Touma. Et malgré tout, ça annule la Nézirut à zéro. Alors, l'interdiction de se raser, qui, elle, est chamoura, puisque quelque part, si jamais il y a quelqu'un qui a rasé le nazir, lui aussi va recevoir le malkout. Donc, on devrait dire que l'interdiction de raser, elle remet les compteurs à zéro. Donc, nous dit la Gemara que là aussi, j'ai un pasouk. C'est quoi le passouk qui a été donné? Markra, Vayamim Arishonim Yiplu, Kitime Nizro, Tuma Soteret Takol, Ventig Lachat Soteret Takol. C'est le même passouk qu'on avait vu juste avant. C'est finalement, c'est que la Tum'a qui annule complètement la Nézirut et pas la Tiglachat. Alors, moi, dit ok, alors je comprends pas. Je devrais faire un kavachomer inverse en apprenant de la Tiglachat pour la Tum'a et de dire que la Tum'a ne va pas tout annuler. Ah non, mais là, on devrait dire que la Tum'a, de la même manière que dans la Tiglachat, celui qui rase le nazir, il est chayav malkout, on devrait dire que pareil aussi, celui qui pousse un nazir sur une touma, on devrait, par un raisonnement de Kalvachomer, le rendre chayav malkout. Enfin, le rendre chayav malkout, parce qu'on ne rend pas chayav malkout avec un Kalvachomer, mais en tout cas, mettre un issour sur celui qui rend tamé. On devrait rendre celui qui va entraîner la touma autant que celui qui se rend tamé par un kavachomer de l'interdiction de se raser. Ma tiglachat shena soteret et la shloshim. Si déjà la tiglachat qui elle n'annule pas la Nézirut entièrement, elle n'annule que 30 jours dans la Nézirut
et malgré tout, on te dit que Asaba Megaler Kemit Galéar, celui qui a rasé, il a la même punition que celui qui a été rasé. Tum'a Shisoteret et Akol, la Tum'a qui, elle, est complètement annule la Nézirut et la remet à zéro, remet les compteurs à zéro complètement, à plus forte raison, on devrait dire la même chose que celui qui va entraîner la Tum'a aura la même règle que celui qui sera entamé. Et Nodjin Shinasebo Metame Kemitame, la marquera Vetime Rosh Nizro, la Metame Rosh Nizro. L'interdiction, elle est que pour celui qui est tamé, pas pour celui qui rend tamé. Continue l'agma. Et elle nous dit Tiglachat lona seba megaler kemigaler kavachomer mituma. On devrait alors carrément remettre en question cette halakha que tu es en train de me dire que celui qui rase le nazir, lui aussi, il a la même punition que celui qui se rase, celui qui est rasé. Donc, normalement, nous dit l'agma, par un kavachomer de Touma, on devrait enlever ce issour-là et ne pas punir celui qui a entraîné et qui a rasé la personne autant que celui qui est rasé. On devrait apprendre par un kavachomer de Tum'a en disant comme ça si déjà la Tum'a qui remet complètement en question la Nézirut et qui remet les compteurs à zéro, lo asaba metame kemitame. On n'a pas dit que celui qui va entraîner la Tum'a, il a le même statut que celui qui est tamé. Alors la Tiglachat qui, elle, ne remet pas les compteurs à zéro, alors la plus forte raison, ça devrait être comme le Inyan de Tum'a et de ne pas punir, on ne devrait pas punir celui qui a entraîné le rasage autant que celui qui est rasé. Tiglachat, Shenaf Oteret El Ashloshim Yom, Lo Kol Shekel, Shilona Semegalakim Galeach, Amar Kra El Agman, tu sais d'où on apprend cette fameuse halakha que concernant l'interdiction de se raser, l'interdiction elle n'est pas uniquement sur celui qui est rasé, mais sur celui qui rase. On apprend ça du fait qu'il y a marqué Tavor lo ya'avor al rosho. Al rosho karebe lo ya'avor hu ve lo ya'avor le acher. Le mot lo ya'avor, on apprend, c'est qu'en fait finalement, c'est lui, il n'a pas le droit de se faire passer la tondeuse sur le crâne, mais il n'a pas le droit de faire passer la tondeuse non plus sur le crâne de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que finalement, c'est une interdiction qui est aussi bien sur celui qui rase que sur celui qui est rasé. Alors maintenant, continue la Gemara en nous disant Vetiglachat lotutarmiklala. Nous, on avait dit que l'interdiction de se raser, elle a une dérogation. C'était dans le cas où la personne, elle était devenue tméa. On avait dit qu'avant de redémarrer sa nésiroute, elle doit se raser. Donc, il y a une autorisation particulière pour le rasage. Donc, la Gemara nous dit Vetiglachat lotutarmiklala. On ne devrait pas autoriser le rasage dans le cadre d'un redémarrage de nésiroute. Kalvachomer miyaïn, en faisant kalvachomer à partir du vin. Si déjà le vin qui lui n'annule pas la nésiroute, et ben on te dit malgré tout que l'outar miklalo, qu'on ne donne pas de dérogation en cadre de mitzvah. Tiglachat, shefoteret, enodin, chez l'outar miklala, amarachamana rosho, ve amarachamana skano. La Torah l'a dit la tête, elle a dit la barbe, donc ça veut dire que finalement, celui qui s'est rendu impur, il est obligé de se raser et la tête et la barbe, donc quoi qu'il arrive. Continue l'agma en se posant la question, vetiglachat, lotistor klal. Pourquoi tu me dis que celui qui s'est rasé dans sa nésiroute, il doit reprendre 30 jours? On devrait faire un kalvachomer à partir du 20 et de dire que celui qui s'est rasé le crâne pendant sa nésiroute, eh ben, il n'a aucun jour à récupérer. Vesiglachat, lotistor, klal, kalvachomer miaïn, on pourrait faire un kalvachomer à partir du 20 en disant que mayaïn, shelo utar miklalo, enosoter, tiglachat, utra miklala, enodin, shelo tistor. Nous dit la Gemara, si déjà le vin qui lui n'a aucune dérogation, donc qui est chamour, et malgré tout on nous dit que, mais par contre, lui, si jamais tu bois du vin, hein, tu n'es pas obligé de recommencer la nésiroute à zéro. Tu n'es pas obligé de reprendre des jours en plus de nésiroute. Alors la tiglachat, qui elle a des dérogations, donc qui quelque part est plus calme, donc à plus forte raison qu'elle devrait aussi avoir la coula de ne pas de ne pas l'obliger à refaire des jours de nésiroute en plus. Dit la Gemara, non, c'est particulier parce que l'interdiction de se couper les cheveux, on a besoin d'avoir des cheveux pour terminer sa nésiroute. Bainan gidul se'ar vehaleka. On a besoin qu'il ait une pousse de cheveux, comme on avait déjà vu plus haut, qu'il faut qu'il y ait au moins 30 jours de cheveux, ou alors si ça a été fait après 7 jours, en tout cas, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un gidul se'ar, et il ne l'a pas. Si jamais il s'est rasé en plein milieu de sa nésiroute. Alors maintenant, on continue, la Gemara, elle te dit, le yaïn. Pourquoi celui qui boit du vin, il ne devrait pas reprendre au moins un mois de nésiroute? Autant que celui qui se rase les cheveux. On a dit que celui qui se rase les cheveux, il prend un mois de nésiroute.
Pourquoi celui qui boit du vin, il ne reprend pas un mois de Nézirut? Pourtant, il y a un raisonnement de Kalvachomer qui dirait comme ça. Ve'ayin histoire shloshim yom, Kalvachomer mitziglachat. Ou matziglachat, si déjà celui qui se rase, il y a une dérogation. Non, mais on sait très bien qu'on peut se raser dans le cadre d'une mitzvah. Et malgré tout, même si c'est cal, mais si jamais quelqu'un il se rase, pas dans le cadre d'une mitzvah, il doit reprendre 30 jours. Enfin, même dans le cas d'une mitzvah, en réalité. Il doit reprendre 30 jours. Alors, le yaïn, qui lui n'a pas de dérogation et qui n'est jamais autorisé, pourquoi on ne dirait pas que celui qui boit du vin, il doit reprendre au moins 30 jours? Yaïn, chez l'autar mikalo, enodin, chez Histor, nous dit la Gemara, non, c'est quoi? En réalité, la réponse elle est dans ta question, puisque c'est quoi la raison pour laquelle celui qui se rase, il doit reprendre 30 jours? C'est justement parce qu'on a besoin qu'il y ait une pousse de cheveux. Rien à voir avec l'histoire du vin. C'est pas parce que quelqu'un il boit du vin qu'il va pas avoir une pousse de cheveux. L'histoire des 30 jours, c'est parce que quand il s'est rasé, il n'a plus de cheveux. On a besoin qu'au moment de la fin de sa Nézirut, qu'il ait un guidoul pérail, qu'il ait des cheveux longs. Mais celui qui a bu du vin, c'est pas parce qu'il a bu du vin que ses cheveux ils vont tomber. Concernant le vin, hein, ses cheveux, ils sont en bon état et donc ils n'ont pas été touchés. Donc c'est pour ça que ça ne lui remet pas du tout, ça ne lui rajoute aucun jour de Nézirut. Bon, donc on a fini cette Mishnah-là. On va juste commencer, on va faire un petit peu le début de la Mishnah, de la prochaine Mishnah, histoire de dire qu'on a un petit peu avancé. Et après, on va s'arrêter au milieu du Hamoud parce qu'après, ça commence une Tsuga un petit peu compliqué. Et peut-être qu'il vaut mieux la faire à la tête reposée, pas à pourrir. En tout cas, on va juste commencer la Mishnah et le début d'Agmara. Regardez ce que nous dit la Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça. Tiglachat tum'a ketzad. Comment ça se passait quelqu'un qui s'est rendu tamé en pleine Nézirut? D'accord? Et on sait que quand il s'est rendu tamé en pleine Nézirut, il doit se purifier et redémarrer Nézirut à porter des korbanot. Comment ça se passe? Donc, ce qu'on appelle Tiglachat Touma. Tiglachat Touma, c'est le nazir qui vient et qui est tamé, qui doit porter des korbanot. C'est quoi le seder qu'il doit suivre? Alors, nous dit la Gemara, nous dit la Mishnah comme ça. Ketzad aya, Ketzad, comment il fait ça? Aya mazé beshnishi bashevi, il devait recevoir la paradouma, les eaux de la paradouma, le 3e jour après être rendu impur et le 7e jour après être rendu impur. Ou Mégaléach, il devait se raser le 7e jour. Il doit se raser le 7e jour. Et son korban, il l'apporte le 8e jour. Donc ça veut dire que il fait la purification pendant 7 jours. Le dernier jour, le 7e jour où il est pur, il va au mikvé bien sûr, et il se rase les cheveux. C'est pas précisé qu'il va au mikvé, mais bien entendu, il va au mikvé. Et ensuite, il apporte ses corbanotes le 8e jour. Puisque le nazir, il a l'obligation d'apporter ses corbanotes, khatat et ola, donc en volaille, là, en ofot, et un hacham nazir. Maintenant, im gilar beshmini, si jamais il s'est rasé le 8e jour au lieu du 7e, normalement, il aurait dû se raser le 7e. S'il s'est rasé le 8e jour, c'est pas grave, il peut apporter son korban le 8e jour. On n'a pas décalé d'un jour. Mais vi korbenotav bobayom, il peut quand même apporter ses korbanot le jour même. Divrei Rabbi Akiva. Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit, moi, je vais comparer ça à un cas qui ressemble. Le cas qui ressemble au nazir, c'est le Metzora. Le Metzora qui est aussi impur. Et lorsqu'il va se purifier, il doit attendre aussi, donc il doit passer les 7 jours, et ensuite apporter des corbanotes le 8e jour. Et se raser aussi le 8e jour. Non, mais là, il doit se raser le 7e jour, apporter des corbanotes le 8e jour. Alors pourtant, dans le Metzora, lui, il a marqué que si jamais il s'est rasé le 8e jour au lieu de se raser le 7e jour, et ben ces corbanotes, ils sont décalés d'un jour. Alors pourquoi c'est différent, nous dit Rabbi Tarfon? Pourquoi concernant le nazir, tu me dis que si on n'a pas fait le rasage le 7e jour et qu'on l'a fait le 8e jour, ça ne va pas repousser les corbanotes pourront aussi être faits le 8e jour, alors que le Metzora, lui, c'est vrai que normalement il doit se raser le 7e jour et apporter ses corbanotes le 8e jour. Mais s'il s'est rasé le 8e jour, alors les corbanotes sont décalés d'un jour aussi. Pourquoi pour le Metzora c'est décalé d'un jour? Amarlo Rabbi Tarfon, ma benz et les Metzora. Quelle différence entre ça et le Metzora sur lequel j'ai entendu de ta part, toi, Rabbi Akiva, que toi-même tu as dit qu'un Metzora, si jamais il a repoussé sa tiglachat le 8e jour, et ben les corbanotes ils sont aussi décalés d'un jour. Quelle différence? Et Rabbi Akiva lui a donné une réponse en lui disant à Marlo, c'est pas la même chose. Zé, le nazir, lui, qui s'est rendu impur, Taharatot Tlouya Beyamav.
sa purification, elle dépend du nombre de jours. Il fait la paradouma le 3e jour, le 7e jour, au bout de 7 jours, il est tahor. Ça y est, il est tahor, le type. Il est tahor, donc finalement, le 7e jour, il est tahor. Même s'il va se raser le 8e jour, le fait de se raser, c'est pas la tiglachat qui va le rendre tahor. Ce qui va le rendre tahor, c'est le nombre de jours. Par contre, le Metzora, lui, la Torah elle nous a dit explicitement que il va d'abord se raser et ensuite il sera pur. Ça veut dire que la purification, elle dépend du rasage. Or, lui, quand il se rase le 8e jour au lieu du 7e, ben, ça veut dire qu'il s'est rendu pur le 8e jour. Donc, il doit aller au mikvé après s'être rasé. Et donc, vu qu'il doit aller au mikvé après s'être rasé, et ben, ça veut dire qu'il devra attendre jusqu'à la tombée de la nuit pour pouvoir apporter les corbanotes. Parce que tant que le jour où il se trempe au mikvé, il est boulium jusqu'à la tombée de la nuit. Il doit attendre le coucher de soleil pour devenir pur. Donc, lui, il ne pourra apporter ses corbanotes que le lendemain, donc le 9e jour. S'il s'est rasé le 8e jour, et c'est à ce moment-là qu'il est pur, à ce moment-là, il peut aller au mikvé. Il va au mikvé, il attend la tombée de la nuit, donc il ne fait pas les corbanotes de la nuit, donc les corbanotes le lendemain matin, le 9e jour, c'est à ce moment-là qu'il fera les corbanotes. C'est pour ça, nous dit Rabbi Akiva, que le Metzora, lui, il devra, si jamais il a décalé sa tiglachat d'un jour, il devra apporter son korban que le surlendemain, donc le 9e jour. C'est ce qu'il lui dit dans les mots, regardez ce que ça donne. Ah, il a dit Zetarato tluya bayamim, bayamav. Metzora tarato tluya betiglarto. Sa tara, elle dépend de sa tiglachat. Tant qu'il ne s'est pas rasé, il ne peut pas aller au mikvé. Et même s'il était au mikvé avant, il doit retourner au mikvé après. Donc il va être bouillon celui-là. Ve'eno mevi korban, ela imken ayam eurav shemesh. Le korban, il ne peut pas l'apporter s'il est encore bouillon, tant que le soleil ne s'est pas couché. Donc c'est pour ça qu'il attend le 9e jour pour apporter les korbanot. Voilà. Donc là, finalement, dans cette Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, à savoir est-ce que le nazir, le nazir, qui s'est rasé, au lieu de se raser le 7e jour, il s'est rasé le 8e jour, est-ce que ça décale son korban? D'après Rabbi Akiva, son korban n'est pas décalé, puisque lui, il est pur depuis le 7e jour, il a été au milieu le 7e jour, il a eu la tombée de la nuit, c'est bon, il est pur, il a terminé. Après, il ne va plus de se raser. Il est déjà tard, c'est pas grave, il peut aussi apporter les korbanot ce jour-là. Tandis que le Metzora, c'est pas la même chose. Le Metzora, lui, sa tara, elle dépend du rasage. Donc quand il va se raser, à ce moment-là, il pourra aller au mikvé. Il va au mikvé, il faut qu'il attende la tombée de la nuit pour pouvoir apporter son korban. Et donc son korban, il est décalé au lendemain. C'est pour ça que si jamais il s'est rasé le 8e jour au lieu du 7e, il apportera son korban de Metzora le 9e jour. Ça, c'est ce qu'il pense Rabbi Akiva. Alors que Rabbi Tarfon, lui, il te dit non, il n'y a pas de différence entre le Metzora et le Nazir. De la même manière que le Metzora, s'il se rase le 8e jour, il apportera ses corbanotes le 9e jour. Pareil, le Nazir, s'il se rase le 8e jour, il apportera ses corbanotes le 9e jour. Ça, c'est ce que nous dit la Mishnah. Maintenant, l'argumentaire que Rabbi Akiva il a donné, c'est qu'il est très fort. C'est quelque chose qui est très logique. C'est vrai que le Nazir, c'est différent. Le Nazir, sa tahara, elle dépend des jours, et les jours, ils sont dépassés. Tandis que le Metzora, sa tahara, elle dépend de la tiglachat. Au moment où il est mis de galéar, c'est à ce moment-là qu'il peut aller au mikvé. Est-ce que Rabbi Tarfon, il a accepté cet argument ou il n'a pas accepté cet argument? La Gemara, je demande. Kiblamine Olo. Est-ce que Rabbi Tarfon, il a accepté l'argument de Rabbi Akiva? Est-ce qu'il a accepté que le Nazir, finalement, s'il se rase le 8e jour, il peut quand même apporter les corbanotes le 8e jour ou pas? Nous dis la Gemara, tâche-moi, je vais t'apporter une preuve d'une braïta qui est rapportée par Hillel. Alors, ce n'est pas Hillel, celui qu'on connaît le Tana, c'est Hillel à Amora qui a rapporté des braïtot. Tashma de Tane Hillel, il y a un Amora qui s'appelle Hillel qui rapporte une braïta dans laquelle il y a marqué que Gilach Bashmini, si jamais le Nazir s'est rasé le 8e jour, Mevi Korbenotav Bachi, il apportera ses corbanotes le 9e jour. Donc c'est qui pense comme ça? C'est Rabbi Tarfon. Veis al Kalater Kiblamin, et si tu me dis qu'il a changé d'avis, Rabbi Tarfon, il a accepté l'argument de Rabbi Akiva, nous dit Agmara, l'ité de Korbanotav Beshmini devrait pouvoir apporter ses corbanotes le 8e jour et ne devrait pas les apporter le 9e jour. Moi, je te dis non, ce n'est pas une preuve. Amarava, l'okashia, ce n'est pas tellement une kushia. Je peux très bien te dire que le cas où il y a quand même un cas pour le nazir où il apportera son korban le 9e jour, c'est dans le cas où il ne s'est pas trempé le 7e. Si c'est trempé le 7e, donc il y a déjà eu le coucher du soleil, donc il peut apporter ses corbanotes le 8e, même s'il se rase le 8e. Mais s'il ne s'est pas trempé le 7e jour, il s'est trempé que le 8e jour, il faut attendre le coucher du soleil. Et donc, c'est pour ça que ça va reposer ses corbanotes au 9e jour. Amaraval okashia, adetaval bashviri, adelotaval
Dans l'autre Braïta, on parle d'un cas où il ne s'est pas trompé le 7e jour, il s'est trompé le 8e. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que la prochaine Sugia, là, Amaraba et Ashkartinu, les Favre, c'est une Sugia magnifique qui prend des notions de Zava, de Zivout, qu'on va voir à tête reposée. Bedrat Hashem. D'accord, Rabbi Shmuel, toi. Quoi?